Les Amérindiens dormaient dans des tipis en tissu durant des hivers si brutaux qu'ils pouvaient tuer les imprudents en une seule nuit. Pourtant, des familles entières restaient au chaud jusqu'au matin, sans isolation, sans équipement moderne, ni même de murs épais. Leur survie reposait sur cette méthode par temps froid auquel la plupart des gens d'aujourd'hui ne penseraient même pas. Tout commençait par l'endroit et la manière dont ils installèrent leur camp avant même que le froid ne s'installe. Choisir le bon emplacement pour établir un camp d'hiver était littéralement une décision de vie ou de mort que les tribus amérindiennes avaient perfectionné au fil de générations d'expériences éprouvantes. L'emplacement n'était pas seulement important, c'était tout lorsque les températures chutaient assez bas pour tuer des familles non préparées en une seule nuit. Les zones abritées du vent étaient la référence absolue pour le camping hivernal. Les lignes d'arbres servaient de gigantesques brise-vents naturels, coupant les rafales glaciales qui pouvaient transformer n'importe quel abri en cauchemar gelé. Ces barrières boisées créaient des poches de calme où les températures restaient plusieurs degrés plus chaudes que dans les zones exposées situées à quelques centaines de mètres seulement. Choisir un emplacement de campement revenait à chasser l'immobilier. Sauf qu'un mauvais quartier ne signifiait pas de mauvaises écoles, mais que votre famille pouvait finir transformée en sculpture de glace. Les falaises et formations rocheuses offraient une protection similaire tout en procurant des avantages supplémentaires. Les parois de pierre absorbèrent la chaleur durant les journées ensoleillées d'hiver et la restituaient lentement pendant les nuits glaciales. Les creux de vallée offraient une protection contre les pires intempéries tout en donnant accès à des ressources essentielles. Il fallait que des sources d'eau propre soient à distance raisonnable, car faire fondre de la neige au feu pendant tout l'hiver était épuisant et gaspillait du combustible précieux. Les sentiers de gibier amenaient la viande fraîche à portée de chasse, mais attiraient aussi des prédateurs qui représentaient de sérieuses menaces pour les familles endormies. Les emplacements devaient réunir toutes les commodités, eau, nourriture et bois de chauffage. Sauf que, dans leur planification urbaine à eux, il fallait aussi éviter de finir au menu des ours. La disponibilité du bois de chauffage était absolument non négociable. Tomber à court de combustible pendant une tempête hivernale signifiait une mort certaine. Les sites devaient offrir suffisamment d'arbres morts et de branches tombées pour tenir durant les longues périodes où la météo rendait la collecte impossible. Les zones enneigées n'étaient pas évitées. Elles étaient tassées, dures et planes, formant des barrières qui empêchèrent le sol de geler plus profondément et qui évitaient que la fonte printanière n'inonde les sols des abris. Les zones basses pouvaient devenir des pièges mortels aux givres, où les températures chutaient encore plus bas que dans les terrains environnants. Ils transformaient la neige en isolation. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens peinent à racler correctement la glace de leur pare-brise, même se trouver 10 pieds plus haut sur une pente pouvait faire la différence entre survivre et geler. Mais trouver l'endroit parfait n'était que le début. Créer des feux intérieurs sûrs dans des abris en tissu demandait des compétences d'ingénierie qui transformaient des flammes potentiellement mortelles en source de chaleur vitale. Le feu de tipi n'était pas un simple feu de camp déplacé à l'intérieur. C'était un système de chauffage soigneusement conçu qui procurait de la chaleur sans incendier l'abri ni étouffer les occupants. Le foyer placé exactement au centre permettait une distribution optimale de la chaleur dans tout l'espace de vie. La profondeur du foyer, peu profonde, environ 15 cm, empêchait la chaleur de rester piégée au niveau du sol, tout en favorisant un flux d'air ascendant qui faisait fonctionner le système de ventilation. Faire du feu à l'intérieur d'une tente revenait à essayer de préparer le dîner dans une maison faite d'essuie-tout, sauf qu'ils avaient trouvé le moyen de le faire sans tout réduire en cendres. Des clapets de fumée au sommet pouvaient être ajustés en fonction du vent. Ces volets créaient un effet de cheminée naturelle qui aspirait la fumée vers le haut et vers l'extérieur au lieu de la laisser s'accumuler à l'intérieur, où elle aurait pu suffoquer les dormeurs. De petites ouvertures latérales, proches du sol, créaient un système de tirage qui apportait de l'oxygène au feu sans transformer l'intérieur en congélateur. Ces ouvertures faisaient entrer l'air extérieur, tandis que la chaleur montante créait une aspiration qui dirigeait l'air à travers le feu, puis vers l'extérieur par les clapets de fumée. Ils avaient inventé le chauffage central en n'utilisant que du bois et la physique de l'air. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peinent à utiliser un thermostat programmable même avec un manuel d'instruction, ils savaient que seul le bois parfaitement sec pouvait être utilisé.
Le bois humide ou vert produisait une fumée épaisse et suffocante qui aurait rempli l'abri et tué tout le monde à l'intérieur. Les empilements verticaux en forme de cône brûlaient plus proprement et efficacement que les arrangements horizontaux. La gestion du feu demandait une attention constante de la part de gardiens expérimentés. Le feu devait brûler assez fort pour fournir de la chaleur adéquate, mais pas trop pour rendre l'abri insupportable. Les adultes se relayaient toute la nuit pour surveiller les flammes, éviter les étincelles et maintenir l'équilibre de la ventilation. Être gardien du feu revenait à être un thermostat humain qui ne dormait jamais. Sauf qu'au lieu d'ajuster des chiffres sur un mur, vous empêchiez littéralement votre famille de geler ou de rôtir. Le feu apportait la chaleur par le haut, mais le sol en dessous représentait un ennemi tout autre. Les systèmes d'isolation du sol étaient la base de la survie durant les nuits glaciales, car même les meilleurs feux ne pouvaient vaincre le froid mortel qui remontait de la terre gelée. La literie amérindienne n'était pas qu'une question de confort. C'était de l'ingénierie thermique qui créait des barrières entre les corps endormis et un sol qui voulait aspirer la chaleur vitale. Des matériaux épais de rembourrage formaient la couche de base qui bloquait le froid du sol. Des nattes de saule, tissées serrées et empilées en profondeur, créaient des poches d'air qui servaient d'isolation naturelle. De l'herbe sèche était entassée en couches épaisses, piégeant l'air chaud tout en restant sèche durant les mois d'hiver. Construire des lits à partir de matériaux forestiers revenait à assembler des meubles tirés du catalogue de la nature, sauf qu'au lieu de schémas compliqués, vous aviez vos instincts de survie. Et l'alternative était de mourir gelé. Des peaux de bison et des fourrures étaient placées par-dessus de manière à maximiser la chaleur. Les peaux étaient disposées côté fourrure vers le haut pour piéger la chaleur corporelle, tandis que le cuir servait de barrière contre le vent. Différentes fourrures avaient des propriétés différentes. Certaines géraient l'humidité, d'autres excellaient dans la rétention de chaleur. Certaines tribus avaient perfectionné les lits en terre compactée comme alternative aux pierres chauffées. Ces lits étaient créés en retirant la couche supérieure de terre et en compactant le sous-sol jusqu'à le rendre dur comme la pierre. La terre compressée retenait la chaleur accumulée dans la journée et la restituait lentement durant la nuit. Ils avaient inventé des matelas chauffants faits de terre et d'huile de coude, ce qui peut sembler primitif, jusqu'à ce qu'on réalise que cela fonctionnait mieux que la plupart des systèmes modernes. Les formes de literie étaient façonnées en légères cuvettes qui berçaient les corps tout en piégeant l'air chaud dans des poches protectrices. Ces espaces épousaient les formes du corps humain pour maximiser la rétention de chaleur. Plusieurs membres d'une famille partageaient souvent ces espaces de sommeil, ce qui multipliait l'efficacité du système d'isolation. Les adultes, qui dégageaient plus de chaleur, étaient placés de manière à réchauffer l'espace pour les enfants et ceux qui avaient besoin de chaleur supplémentaire. Les dispositions de sommeil familial étaient de véritables systèmes stratégiques de distribution de chaleur déguisés en câlins du soir. Car parfois, la survie ressemblait beaucoup à un câlin de groupe. L'entretien quotidien maintenait l'efficacité des matériaux. Le rembourrage devait être aéré, l'humidité contrôlée, et les fourrures secouées et replacées régulièrement. Mais même le lit le mieux conçu ne servait à rien sans comprendre comment gérer la source de chaleur la plus importante, le corps humain lui-même. La gestion stratégique de la chaleur corporelle et des vêtements transformait le corps en une unité de chauffage efficace, capable de générer et de maintenir de la chaleur durant les nuits d'hiver les plus brutales. Il ne s'agissait pas seulement de porter plus de vêtements, mais de comprendre comment la chaleur corporelle fonctionnait et de maximiser la production interne de chaleur tout en évitant les pertes. Les périodes d'activité avant le coucher étaient minutieusement programmées pour élever la température interne sans provoquer de problèmes qui auraient rendu le sommeil difficile. Des exercices légers et des tâches spécifiques étaient conçus pour faire circuler le sang et générer une chaleur interne qui se prolongeait durant la période de sommeil. Ils avaient des séances d'exercice avant le coucher destinées à produire de la chaleur interne plutôt qu'à développer les muscles, car l'objectif n'était pas de devenir musclé, mais de rester au chaud. Les couches de vêtements restaient en place toute la nuit dans des dispositions stratégiques qui assuraient l'isolation tout en permettant de réguler la température. L'idée selon laquelle il fallait se déshabiller pour dormir n'était pas seulement fausse, elle pouvait être potentiellement mortelle en conditions hivernales. Les couches de base, faites de peau souple traitée,
étaient portés directement sur la peau afin de gérer l'humidité tout en fournissant une isolation. Les couches intermédiaires constituaient la barrière thermique principale grâce à la fourrure ou aux peaux épaisses qui emprisonnaient l'air et bloquèrent le vent. Les couches extérieures retenèrent la chaleur tout en protégeant du froid extérieur. S'habiller pour aller au lit impliquait plus de couches qu'une séance photo hivernale d'un mannequin de mode. Sauf qu'au lieu de paraître élégant, le but était de ne pas devenir un glaçon humain. Une attention particulière était accordée à la protection des extrémités, car les mains et les pieds perdirent la chaleur plus vite que n'importe quelle autre partie du corps. Des enveloppes spécialisées en peau d'animal étaient conçues pour les doigts et les orteils, créant des protections isolées qui emprisonnaient l'air. La technique du tucking était essentielle pour maintenir la chaleur dans les zones critiques. Les mains étaient glissées sous les aisselles ou entre les couches de vêtements, là où la chaleur corporelle était concentrée. Les pieds étaient repliés et enveloppés dans des couvertures ou placés dans des zones spéciales de réchauffement. La gestion de la transpiration pendant la journée influençait directement la survie nocturne, car des vêtements humides contre la peau lors de nuits froides pouvaient entraîner une hypothermie, même dans des abris chauffés. Ils devaient réguler leur activité quotidienne pour éviter de transpirer excessivement. L'exact opposé des programmes de fitness modernes qui incitent à transpirer à grosses gouttes. Les vêtements et la chaleur corporelle étaient essentiels, mais lorsque les températures atteignaient des niveaux réellement mortels, la survie nécessitait des mesures extrêmes. Une protection naturelle de la peau, à base de graisse animale et de cendres de feu, créait une barrière thermique supplémentaire agissant directement au niveau de la peau, là où les vêtements ordinaires ne pouvaient pas assurer une couverture complète. Ces méthodes de protection étaient scientifiquement fondées. Elles créaient des barrières imperméables et réchauffantes sur les zones de peau exposées, les plus vulnérables aux engelures et aux pertes de chaleur. La graisse de bison était le choix de luxe pour le traitement de la peau, grâce à sa consistance épaisse et à ses propriétés protectrices durables. Cette graisse fondue formait un revêtement imperméable qui bloquait le vent tout en emprisonnant une fine couche d'air chaud directement contre la peau. Ils avaient inventé les soins de la peau par temps froid avec de la graisse de bison, ce qui peut sembler répugnant jusqu'à ce qu'on réalise que cela fonctionnait probablement mieux que les crèmes coûteuses des grands magasins. Différentes graisses animales avaient des propriétés spécifiques. La graisse d'ours était prisée pour sa consistance épaisse et sa protection extrêmement durable. La graisse de cerf était plus douce et adaptée aux enfants. La graisse d'oiseau, plus fine et facile à appliquer, convenait aux zones délicates autour des yeux. La cendre de feu créait une couche protectrice secondaire qui renforçait le revêtement gras. La cendre formait une barrière bloquant le vent, tandis que les particules de carbone absorbaient et retenaient la chaleur du feu, produisant un effet réchauffant qui durait des heures. La cendre du feu devenait un maquillage protecteur qui pouvait littéralement sauver des vies. En somme, la première routine de maquillage fonctionnelle au monde. Certains types de bois produisaient une cendre aux meilleures propriétés protectrices. Les bois durs étaient privilégiés, car ils donnaient des particules plus fines, adhérant mieux à la peau et offrant une couverture plus uniforme. La préparation consistait à mélanger la poudre de cendre avec de petites quantités de graisse animale pour créer une pâte qui tenait mieux en place que la cendre sèche seule. Ce mélange formait un revêtement protecteur à la fois résistant au vent et conservant la chaleur. Des bandes de cuir imbibées de graisse poussaient encore plus loin ce système de protection, en ciblant les points de pulsation où les vaisseaux sanguins majeurs étaient les plus proches de la surface de la peau. Ces bandes spéciales étaient placées autour des poignets, des chevilles et du cou, là où la perte de chaleur était la plus rapide et dangereuse. Des bandes de cuir trempées dans la graisse animale étaient comme des accessoires chauffants pour vos points de pulsation, une mode qui pouvait littéralement maintenir la circulation de votre sang. Ces méthodes de protection fonctionnaient bien pour les adultes en bonne santé. Mais certains membres de la famille avaient besoin d'un niveau de soins et d'attention totalement différent. Des stratégies de survie spécialisées pour les enfants et les anciens reposaient sur la compréhension des différences physiologiques qui rendaient ces individus plus vulnérables à la mort liée au froid. Leur corps ne pouvait pas générer ou retenir la chaleur aussi efficacement que ceux des adultes en bonne santé, ce qui signifiait qu'ils avaient besoin de systèmes de soutien complets, au-delà de ce qui était nécessaire pour les autres.
Le positionnement premium dans le tipi était la base de la protection des personnes vulnérables. Les enfants et les anciens occupaient les places les plus proches du feu ou au centre exact, là où la chaleur était la plus uniformément répartie. Ce placement relevait de véritables mathématiques de survie, fondées sur leur capacité réduite à générer de la chaleur interne. Les enfants et les grands-parents avaient les places VIP du jeu de survie, les plus proches du feu, enveloppés dans assez de fourrure pour faire paraître un ours sous-habillé. Le système de superposition supplémentaire était considérable. Tandis que les adultes pouvaient dormir confortablement avec 2 ou 3 couches, les enfants et les anciens étaient enveloppés dans 4, 5, voire 6 couches de fourrure et de peau. Les membres adultes de la famille formaient des dispositions de couchage protectrices qui créaient des boucliers de chaleur humaine autour des individus vulnérables. Ils se plaçaient de manière à bloquer les courants d'air froid tout en dirigeant leur propre chaleur corporelle vers les enfants et les anciens qui avaient besoin de chaleur supplémentaire. Les adultes devenaient des radiateurs humains alimentés par la chaleur du corps et la loyauté familiale. La première source d'énergie renouvelable. Les pierres chaudes étaient des outils essentiels pour fournir une chaleur ciblée aux personnes incapables de générer suffisamment de chaleur interne. Ces pierres étaient chauffées au feu tout au long de la soirée, puis soigneusement enveloppées avant d'être placées près des pieds, du dos ou de l'estomac. La surveillance nocturne était cruciale. Les adultes sacrifiaient leur propre sommeil pour s'assurer que les membres vulnérables de la famille restaient au chaud et en bonne santé, vérifiant les signes d'hypothermie, d'engelure ou de problèmes respiratoires. Des couchages spéciaux étaient construits pour les enfants et les anciens, utilisant des systèmes d'isolation plus profonds. L'alimentation et les boissons étaient gérées différemment, avec des repas chauds et des liquides réchauffés consommés juste avant le coucher. Les coussins chauffants en pierre, fabriqués à partir de roches et de feu, étaient à la fois d'une simplicité préhistorique et étonnamment efficaces, comme des couvertures chauffantes de l'âge de pierre qui fonctionnaient réellement. Protéger les membres vulnérables de la famille demandait des efforts et des ressources considérables. Mais toute cette préparation minutieuse pouvait être anéantie en quelques minutes si de mauvais visiteurs venaient rôder pendant la nuit. Les systèmes de défense contre les prédateurs étaient essentiels à la survie hivernale, car les animaux affamés devenaient plus audacieux et désespérés à mesure que les sources de nourriture disparaissaient sous la neige et la glace. La chaleur et les odeurs de nourriture provenant des camps humains faisaient des tipis des cibles attrayantes pour les créatures luttant elles-mêmes pour leur survie. Les chiens servaient de système d'alerte précoce principal, dressés pour devenir des gardiens à 4 pattes qui ne dormaient jamais pendant leur service. Ces animaux de travail étaient placés stratégiquement autour des camps pour détecter les menaces approchantes et donner aux humains le temps de préparer une riposte défensive. Les chiens de garde étaient comme des systèmes de sécurité dotés de dents et de loyauté, sauf qu'au lieu d'appeler la police, le système d'alarme pouvait réellement riposter. Le dressage des chiens pour la détection des prédateurs commençait dès qu'ils étaient chiots. Ils apprenaient à distinguer différents types d'animaux approchant et à donner des signaux d'alerte distincts qui aidaient les humains à comprendre la nature de la menace. Différents aboiements, postures corporelles et positions communiquaient des informations précises sur les menaces détectées. Un ours solitaire nécessitait des préparatifs défensifs différents de ceux requis pour une meute de loups ou un félin de montagne désespéré. Les chiens devenaient ainsi des spécialistes quadrupèdes de l'évaluation des menaces, capables de distinguer entre un gros problème avec des griffes et plusieurs petits problèmes avec encore plus de griffes. Le placement des armes à l'intérieur du tipi suivait des protocoles stricts qui conciliaient accès rapide et sécurité autour des membres de la famille endormis. Arcs, lances et couteaux étaient disposés de manière à ce que les adultes puissent les atteindre instantanément sans tâtonner dans l'obscurité. Le choix de l'emplacement du camp tenait compte des comportements animaux et des limites territoriales. Les sites étaient sélectionnés pour éviter les zones de chasse régulières des prédateurs, tout en offrant un accès aux ressources nécessaires aux humains. Des barrières physiques autour des camps apportaient une protection supplémentaire qui ne dépendait ni de la vigilance humaine, ni de ses compétences de combat. Des amas de neige étaient construits stratégiquement pour canaliser les animaux vers des zones où ils pouvaient être plus facilement détectés et gérés.
La neige devenait ainsi un outil d'ingénierie tactique déguisé en aménagement paysager hivernal, car parfois, la meilleure défense consistait simplement à obliger les prédateurs à faire un détour. Les protocoles de réaction face aux différentes rencontres animales étaient pratiqués et compris par chaque membre de la famille, afin que chacun sache quel rôle jouer lorsque des menaces étaient détectées. Ce n'étaient pas des plans théoriques, c'étaient des procédures testées, basées sur de véritables rencontres, transmises à travers des générations d'expériences de camping hivernal. Chaque technique s'intégrait dans un système complet de survie, prouvant qu'avec suffisamment de connaissances, de préparation et d'ingéniosité, les humains pouvaient prospérer partout.